Autopsie des séries, présenté par Sébastien Lambert, consultant psychologique sur Beta Série, la radio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autopsie des séries. Je suis Hugo Cléry, responsable éditorial pour Beta Série et je suis accompagné de Sébastien Lambert, consultant en psychologie. Bonjour Sébastien. Bonjour Hugo. Alors aujourd'hui pour cette émission estivale, tu vas nous parler des nouveaux comportements amoureux dans les séries. Et j'ai cru comprendre que tu en as bidgé pas mal ces dernières semaines. Et oui, ça m'a bien occupé, on va dire. C'est un sujet de société encore plus prégnant aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux et leur usage par les nouvelles générations. Certaines séries ne traitent désormais que de ça et il y a de nombreux éléments à en tirer. Alors ça j'en doute pas et j'imagine du coup que tu as dévoré Fleabag. Totalement. Tout comme elle dévore les hommes même. Pour moi, elle souffre de solitude, elle a très peur de se retrouver seule avec elle-même. Je ne sais pas si vous savez, mais la solitude nous renvoie à la mort. Quand on est mort, on est seul dans son cercueil, on est seul à affronter la mort, mais tant que je suis entouré, je me sens vivant. Elle comble son manque dans les rapports sexuels qu'elle a avec d'autres hommes. Il faut que je réfléchisse avec qui je vais coucher. Je suis pas obsédée par le sexe. Seulement, j'arrive pas à penser à autre chose. La façon dont on le fait, la gêne qui y est rattachée, le côté dramatique aussi. Le moment où vous réalisez qu'il y a une personne qui veut votre corps. Il faut savoir que l'hypersexualité est souvent liée à un mécanisme de défense symptomatique d'un problème psychologique non résolu. Par exemple, je me maltraite psychologiquement, avec des phrases comme « t'es nul »,« quel con », etc., etc., etc. Parce qu'on m'a toujours dit des choses comme ça enfant. Et comme je passe mon temps à me faire du mal psychologiquement, je compense en me faisant du bien physiquement. Faire l'amour, c'est se donner du plaisir, c'est une forme d'amour qu'on se donne. Et c'est un peu la même chose dans Master of None sur Netflix. Pour Master of None, on est plus sur la rencontre d'un soir que sur la consommation de Fleabag. Mais dans ces comportements, les facteurs qui poussent les personnes à ces rapports d'un soir, ils sont nombreux. Vous avez par exemple les blessures narcissiques. Ils sont souvent liés aux personnes qui n'ont pas reçu tout l'amour dont elles avaient besoin étant petites, ce qui les pousse à avoir des craintes face à l'implication émotionnelle. On trouve aussi la peur de l'échec et le fait de ne pas s'engager. Et si cela ne fonctionne pas, la peur de la blessure psychologique provoquée par une éventuelle rupture est moindre. Mais en quoi c'est différent de la nymphomanie ? L'hypersexualité est différente de la nymphomanie, où les personnes qui en souffrent ont besoin d'un accompagnement psychologique. Il faut savoir que la nymphomanie se caractérise par une addiction sexuelle compulsive. Alors, les nymphomanes ont à peine fini un rapport sexuel qu'elles veulent déjà recommencer. Elles ne se sentent vivantes qu'en faisant l'amour. Alors, cela peut même prendre la forme d'une dépendance. Et comment on peut faire la différence entre les deux ? Alors, pour ce profil, ce n'est pas simple, car il n'existe pas de limite bien claire et définie. Néanmoins, quand la fréquence des rapports devient excessive, croissante, et elle échappe au contrôle, alors on peut commencer à parler d'addiction au sexe. Les personnes qui en sont atteintes ne peuvent plus s'arrêter, car elles y pensent et elles se sentent de plus obligées de le pratiquer en permanence. Les 3 signes analytiques de l'addiction au sexe sont la masturbation compulsive, le deuxième symptôme, le changement inlassable de partenaire sexuel, que l'on appelle le syndrome de Don Juan, et le dernier, l'usage abusif de la pornographie. Mais parfois, il se passe totalement l'inverse. Et oui, alors c'est tout le sujet de la perte de libido que nous explorons d'ailleurs dans la série Easy. Nous voyons ce couple en perdition de désir sexuel qui est plus lié à la routine, et c'est pour cela qu'ils vont vouloir mettre du piment dans leur vie. Est-ce que tu me le dirais si tu ressentais moins d'attirance du fait que je reste à la maison et que toi tu bosses ? Kyle. Tu me le dirais si t'étais moins attiré. Comment tu peux te poser ce genre de questions ? C'est pas grave, j'aime autant le savoir, c'est tout. Chérie, voyons, tu sais que je te trouve attirant. Petite parenthèse, saviez-vous que la pilule contraceptive a tendance à faire diminuer la libido chez 20 à 40% des femmes, parce qu'elle diminue la quantité de testostérone circulant dans le sang. Revenons-en à la libido. Selon Freud, la libido est une pulsion qui détermine en 2 types, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Alors, la pulsion de vie, par exemple, c'est celle qui pousse les personnes à tomber amoureux, alors que la pulsion de mort est celle qui fait que la personne trébuche les pieds dans le tapis.
En d'autres termes, la personne tombe amoureuse du même type de personnes qui finissent par leur faire du mal. Et pour Jung, le concept, lui, il est différent. Pour lui, il s'agit d'une énergie vitale de nature générale. Elle prendrait la forme la plus importante pour l'organisme à chaque moment de son évolution biologique. L'alimentation, l'élimination et le sexe. Mais derrière tout ça, il n'y aurait pas une peur de l'échec, de la performance ? Alors oui, mais pour des raisons bien différentes. Alors la peur de l'échec, nous l'avons dans la série Modern Love, dès l'épisode 1. Maggie devient mère célibataire, car par peur, le père de l'enfant ne le reconnaît pas. Et d'ailleurs, Maggie entretient une relation avec le portier, qui joue le garde du corps, le confident et surtout la figure paternelle, que l'on retrouve aussi dans l'épisode 6 avec Maddie, à travers son collègue. Ne pas avoir de père, j'ai fini par m'y faire. Il était d'ailleurs presque sorti de ma mémoire. On n'a qu'à mettre en place un arbre binaire. Jusqu'à ce qu'un homme me fasse penser à lui. Beaucoup. Et d'un point de vue psychologique, les spécialistes s'accordent à dire que le père, quel que soit son comportement, laisse une marque indélébile sur sa fille. C'est lui qui fera prendre conscience de sa féminité. Et quand le père est absent, un vide se crée chez elle. Et les conséquences, en fonction de la personne, peuvent être différentes. Par exemple, vis-à-vis des hommes, elles peuvent montrer des incertitudes. Et bien souvent, une femme qui a souffert d'un manque paternel va aller le chercher chez l'homme ou chez son conjoint, cette figure. Et cela peut créer une forme de dépendance ? Oui, comme dans la série Modern Love ou la série Easy ou Love, il y a un point commun. Chez certains de ces personnages, qui est la dépendance affective et sexuelle. Une des formes de cette addiction que l'on peut trouver dans Easy quand on aborde le thème de la prostitution, car les rapports tarifés rentrent dans l'addiction sexuelle. Il faut savoir que grandir dans le manque de communication, d'affection, par la violence ou l'alcoolisme, favorise la dépendance affective plus tard. L'autre est alors vu comme une drogue, du coup. Alors, dans une certaine mesure, oui. Le besoin de l'autre est naturel, même quand celui-ci n'est jamais assouvi. Il se transforme en véritable dépendance affective. Le plaisir nous gouverne, et chez les dépendants affectifs, leur pulsion, que l'on nomme hédonique, ce qui veut dire motivé par la recherche du plaisir, est comme celle d'un drogué. Parce que les pulsions des neurones libèrent de la dopamine, que l'on surnomme l'hormone du bonheur. La dopamine joue un rôle dans les addictions, l'amour et le plaisir sexuel. Le besoin affectif, lui, s'exprime par la libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour, de l'attachement et de la socialisation. C'est une image, moi, que j'aime bien et qui, je pense, est très parlante sur la dépendance affective et le syndrome de Tarzan. C'est un livre de Pascal Piquet. Alors, pour résumer ce syndrome, le dépendant affectif pousse à évoluer de liane en liane, de relation en relation. Et pour être précis, ou à rester accroché à la même, s'agrippant à celle-ci comme si leur vie en dépendait. Dans le cas inverse, ces séries traitent quasiment toutes du grand sujet de l'infidélité, qui peut d'ailleurs être un ressort dramatique comme comique. Du coup, comment ces séries abordent-elles ce comportement ? De nos jours, les chercheurs concluent qu'il n'y a pas de profil type de l'infidèle. Les motifs de l'infidélité sont variés, mais ils sont généralement la conséquence d'un déséquilibre affectif du couple. Dans Easy, le thème de l'infidélité est très bien abordé, car dans les divers motifs, nous retrouvons habituellement l'ennui. Et n'est-ce pas justement le point de départ lors d'un débat animé où ce couple justement essaye de pimenter leur vie à deux. Il n'empêche que je reste convaincu que si je faisais moins la lessive et moins la vaisselle, on coucherait plus souvent ensemble. J'aimerais bien savoir qui ils ont sondé. Ouais, toutes sortes de gens. Non, mais tu réalises à quel point cette théorie est sexiste. C'est clair. C'est vrai, elle a raison, ça n'a rien à voir. On est en train de parler d'un homme qui a la sensation d'être inférieur parce que sa femme gagne plus de fric que lui. C'est la femme qui a voulu ça. Oui, enfin... Elle est plus heureuse, mais moins portée sur la question du sexe. Non, peut-être pas c'est toi qui est moins portée sur le sexe. Un couple va bien souvent, par une tentative maladroite, d'équilibrer émotivement ou sexuellement leur vie. L'infidélité trouve comme prétexte numéro 1 le fameux « c'est à la mode ». Il y a aussi les motifs inconscients et le fait de compenser des blessures ou des frustrations de l'enfance. Et vous trouverez dans un autre registre les motifs relationnels qui sont là pour attirer l'attention de l'autre. Tout cela nous montre que nous ne sommes pas tous égaux face à l'infidélité.
On va d'ailleurs faire un petit point chiffre. Dans un récent sondage, pour 84% des Français, la fidélité reste une valeur centrale. Pour les autres, l'amour infidèle existe et l'infidélité est une pratique sans conséquence. Eh bien, pour certains, l'infidélité n'est pas tabou, car pour eux, ils ne font que partager des relations sexuelles avec d'autres personnes, et ce, de temps en temps. On parle dans la série Easy du mariage libre ou union libre, ce qui signifie qu'ils décident d'accepter cette pratique. Une étude sur les jeunes et l'infidélité a été réalisée. Pour Jerica C. Norona, docteur en psychologie clinique, il est possible que les vingtenaires trompent leur partenaire parce qu'ils se construisent, parce qu'ils tentent de comprendre quels sont leurs désirs, leurs objectifs. Et en même temps, comment fonctionne une relation amoureuse, comment un ou une partenaire peut être traité. Alors, ce qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui, la vingtaine est un âge d'exploration et d'expérimentation. Pour eux, commettre une infidélité pourrait être une manière de trouver qui ils sont et de comprendre leurs besoins. Et dans ce contexte, il y aurait donc plusieurs types d'infidélité. Oui, tout à fait. Et pour conclure sur ce point, je pourrais résumer sur le fait que l'on distingue deux grands types d'infidélité. Il y a l'infidélité relationnelle. Et pour l'infidélité relationnelle, moi je vous conseille, si vous avez regardé Master of None, de vous replonger dans l'épisode 5 de la saison 1, car c'est un exemple qui pour moi est très parlant. Et pour vous qui n'avez pas encore regardé Master of None, je vous invite tout simplement à le regarder. T'as déjà trompé ta femme ? Vas-y en douceur, Denise. Non, ça va. Excellente question. Ce qui est sûr, c'est que j'y ai pensé. Ouais, tout le monde y a pensé. Je suis avec ma femme depuis tellement longtemps, vous voyez. Ta relation la plus longue à toi, c'est combien de temps ? 2 ans. Moi je suis avec ma femme depuis 23 ans. Ça fait 21 ans de plus que toi. On a couché des tas de fois. Des centaines de fois. Non, des milliers de fois. Et on a testé toutes les variantes du sexe. Vous voyez, plein de fois de manière différente. On a tout fait dans tous les sens. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. On n'a plus d'idées nouvelles. Alors, l'infidélité relationnelle, elle intervient quand la personne recherche ce qu'elle ne trouve plus ou pas dans son couple. Ensuite, vous avez l'infidélité personnelle. Cette infidélité, elle est propre aux personnes qui sont infidèles par principe. L'infidèle chronique est une personne qui se satisfait dans des aventures qui sont pour elle inévitables. Elle ne peut en vérité s'empêcher d'avoir des relations extra-conjugales tout en étant amoureuse de son ou de sa partenaire. Alors ce sont généralement des personnes avec des comportements addictifs, comme Don Draper dans Mad Men, qui était tout bonnement incapable de rester fidèle à ses compagnes. L'infidèle par principe est quant à lui une personne qui aime profiter des plaisirs de la vie et ne veut s'empêcher de vivre pleinement. C'est notamment le cas d'un autre anti-héros de la télévision, Tony Soprano, dans Les Sopranos, qui estimait qu'avoir une maîtresse était son droit et même sa culture. Il préféra alors être fidèle à ses principes plutôt qu'à son ou sa partenaire. Deux infidèles par principe peuvent donc tout à fait vivre ensemble, être heureux et amoureux. Mais alors attention, l'infidélité affaiblit quand même la confiance nécessaire au projet de couple. Surtout qu'elle peut prendre de nombreuses formes. Oui, car quand nous voyons dans les séries des nouvelles pratiques comme le triolisme, la prostitution, le mariage libre, les rencontres d'un soir, je ne peux que citer la psychologue et sexologue Veronica Vivero, qui rappelle que pour éviter tout malentendu avec l'autre, il est important de mettre les choses au clair dès le début de la relation. Connaître ses propres limites, bien vous connaître, dans le sens, êtes-vous capable de gérer une relation sans engagement ? Parlez bien sûr avant d'agir pour éviter tout malentendu, et surtout, protégez-vous. On touche bientôt à la fin de l'émission, alors pour conclure, j'aimerais te demander quelles sont les portes de sortie pour tous ces personnages. Alors, il existe pour tout le monde un mécanisme psychologique qui s'appelle la résilience émotionnelle, qui est la capacité d'un individu à dépasser un traumatisme. On a souffert en amour, mais on ne lâche pas l'affaire, on y croit encore, alors que tant de personnes préfèrent rester célibataires plutôt que de risquer de souffrir à nouveau. Il existe de nombreuses études sur la façon dont nous devenons résilients, comme par exemple avoir des liens sociaux solides. On le retrouve régulièrement dans les séries, par exemple Fleabag, avec les Chatty Wednesday ou en français les Mercredis bavards, qui sont un très bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a un événement spécial ce midi ? Non. Alors qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens ? Ils sont là parce que le café marche bien. Pourquoi tout le monde parle à tout le monde ? Oh, c'est les Mercredis bavards.
Si tu commandes un plat, tu dois discuter avec un inconnu. Quoi? La solitude, ça paye. Et parfois, en dernier recours, il est bon de se faire aider, comme on peut le voir dans l'épisode 4 de Modern Love, où Denis et Sarah entament une thérapie où chacun se renvoie la balle. Tout comme dans leur partie de tennis, parallèle d'ailleurs que je trouve intéressant. Écoute, tu veux pas essayer de servir correctement? Je pense que le mieux, ce serait déjà d'essayer de jouer comme il faut. Je trouve que plus il y a de règles, moins tu t'amuses. Non, c'est quand tu suis les règles que tu t'amuses. Y'a que là que tu peux vraiment jouer. Oui, enfin, tu peux pas vraiment jouer quand ton adversaire te dit comment tu dois frapper la balle. Eh bien, merci à toi Sébastien pour ton analyse. J'en profite pour vous dire que cet été, plusieurs séries vont aborder toutes ces thématiques, comme la très attendue Normal People sur Starzplay, dont nous avons écrit une critique sur le site Beta Série, la série HBO Max Love Life avec Anna Kendrick sur OCS, ou encore la très attendue saison 2 de Euphoria qui arrive aussi prochainement sur OCS. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain numéro d'Autopsie des séries. Merci et à bientôt. Autopsie des séries, présenté par Sébastien Lambert, consultant psychologique sur Beta Série, la radio.